Donc, bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir pour cette troisième séance de votre matière droit commercial. Donc, si vous m'entendez, s'il vous plaît, essayez. N'hésitez pas d'activer vos caméras. J'aimerais bien voir quelques-uns. Il s'agit d'une séance en live, donc ce n'est pas un enregistrement. Donc, n'hésitez pas à lancer vos caméras pour que je puisse interagir avec vous. Donc, rapidement, je vais commencer. Lors de la dernière séance, ou bien lors des deux dernières séances, nous avons présenté, nous avons défini le droit commercial et nous avons essayé de relater les différentes activités et actes commerciaux que le législateur a catégorisés selon la forme, selon la nature. Parfois, ce sont des actes mixtes. Donc, nous avons présenté une classification selon différents critères. Aujourd'hui, l'intitulé de notre séance est l'utilité ou bien les utilités et les intérêts pratiques liés à la qualité commerciale. Donc, lors de cette séance, nous allons essayer de dévoiler les grands intérêts qui se rapportent à la qualité du commerçant et aux activités commerciales pour pouvoir vous transmettre le message suivant. Le régime juridique applicable au droit aux commerçants diffère sur plusieurs points de celui applicable pour le droit ou bien pour les civils sur plusieurs points, que ce soit au niveau de la forme ou bien au niveau du fond. Donc, nous allons, à travers cette séance, faire une distinction entre activité commerciale et activité civile. Comme je viens de dire, afin de dégager ce régime juridique qu'on va appliquer par la suite aux commerçants. Si le législateur a choisi d'élaborer une loi spéciale pour les commerçants, c'est pour vous dire tout simplement que les commerçants, étant donné que ce sont des professionnels, doivent avoir des règles spécifiques, que ce soit au niveau du fond ou bien au niveau de la forme. Vous allez découvrir avec moi que les règles présentées dans le code de commerce diffèrent sur plusieurs points de celles présentées par le Daïr des obligations et des contrats. Parce que le Daïr des obligations et des contrats, c'est un Daïr qui normalement peut régir toutes les relations existantes et tous les contrats existants entre les citoyens au sein d'un pays déterminé, que ce soit d'affaires civiles, familiales, commerciales, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de commerçants, lorsqu'il s'agit d'activités de commerce ou bien d'actes de commerce, le législateur a jugé utile de prévoir des règles spécifiques qui ne peuvent être appliquées qu'aux commerçants et lors d'une relation commerciale. Donc, comme j'ai dit, lors de cette séance, nous allons essayer d'aborder la spécificité de ces règles du droit commercial au niveau de la forme et au niveau du fond. Bien sûr, une seule séance ne va pas suffire. Voilà pourquoi nous allons nous contenter d'aborder quelques points que j'ai jugés des points phares qui permettent de dégager ces intérêts pratiques liés à la qualité du commerçant et d'établir un fossé, une distinction entre activité civile et activité commerciale. Donc, commençons par le fond. Au niveau du fond, nous constatons que les règles du droit commercial se distinguent par l'adoption de plusieurs dispositions juridiques propres aux contrats commerciaux, au titre des sociétés, aux valeurs mobilières et aux effets de commerce. Les dispositions qui réglementent ces matières ont été prévues par des lois spécifiques qui sont réservées aux commerçants.
vous pouvez découvrir à la lecture de ces dispositions que il existe des règles spécifiques pour la vente commerciale qui diffèrent de la vente civile, du bail commercial qui diffère du bail civil, du gage commercial qui diffère du gage civil, du crédit, de l'assurance. Même dans l'assurance, on trouve l'assurance civile et l'assurance commerciale, du mandat, de cession de créances, de franchise, de factoring, ainsi de suite. Donc, ces matières-là obéissent à des régimes juridiques qui diffèrent, comme je viens de dire, des règles qui sont prévues par le daïr des obligations et des contrats qui forment le droit civil marocain. Donc, j'ai dit que le temps n'est pas suffisant pour relater toutes les différences, pour aborder toutes ces matières qui concernent la spécificité du droit civil. Voilà pourquoi j'ai choisi de travailler avec vous au niveau de fond sur trois grands champs, trois grands axes, à savoir le paiement, les intérêts et la responsabilité. Commençons par le paiement. Donc, nous constatons que en matière commerciale, les modalités de paiement et les moyens et les sanctions font appel à des prescriptions et des procédures parfois excessives lorsqu'on compare ces procédures, ces prescriptions du législateur avec celles contenues dans le daïr des obligations des contrats, ça veut dire le droit commun. On peut prendre les exemples suivants. Premier exemple, le paiement des effets de commerce. Si en matière commerciale, le législateur prévoit des instruments qui permettent de donner une échéance avant de payer, cela n'est pas possible en droit civil. Le règlement à échéance est une modalité qui est, ou bien est une possibilité offerte aux commerçants lorsqu'ils utilisent des billets à ordre ou bien lorsqu'ils utilisent des lettres de change dans lesquelles, lorsqu'ils achètent, ils présentent un titre de paiement pour lequel le créancier ne peut se procurer son argent qu'à l'arrivée d'un terme déterminé. Donc, j'ai acheté aujourd'hui, mais je vous présente une lettre de change qui comporte une date de paiement qui est, par exemple, nous sommes le 12 avril, qui sera, par exemple, le 23 juin. Donc, le vendeur doit attendre jusqu'au 23 juin avant de présenter son titre au paiement. L'endossement. Endosser une lettre de change, un billet à ordre, un chèque. Lorsque je paye par un chèque, par un titre quelconque, un chèque, un billet à ordre ou bien une lettre de change, le titulaire, celui qui va recevoir le titre, comme titre de paiement, au lieu d'attendre l'arrivée du terme, il peut lui-même utiliser ce même titre et l'endosser, ça veut dire écrire au dos et signer et le présenter comme moyen de paiement à un autre commerçant. L'escompte, qui est une possibilité aussi offerte aux commerçants pour escompter une lettre de change qui comporte une date d'échéance qui n'est pas encore arrivée. Cette date du 23 juin, au lieu que j'attends le 23 juin pour que je puisse récupérer mon argent, je peux présenter ma lettre de change à ma banque pour que je puisse me procurer l'argent. Bien sûr, la banque va prélever des intérêts, va prélever une commission. Si le titre comporte par exemple 100 000 dirhams, donc 95 000 dirhams, je vais la recevoir et les 5% restantes vont être octroyés à la banque à titre de commission parce que c'est la banque qui va attendre l'arrivée de l'échéance avant de se procurer l'argent. Ensuite, en ce qui concerne les recours cambiaires, donc le code de commerce prévoit des recours cambiaires qui sont spécifiques à la matière commerciale et qui diffèrent des recours du droit civil et qui sont présentés par le daïr des obligations et des contrats. Vous devez respecter, lorsque vous avez utilisé les moyens de paiement et de crédit, qui sont lettres de change de billets à ordre, etc. Donc, vous devez obéir à des délais,
à des prescriptions spécifiques à ces modalités de paiement. Deuxième exemple, le paiement des transactions du commerce international. Donc, lorsqu'on fait du commerce, on est à plusieurs reprises amené à faire du commerce avec l'extérieur. Donc, lorsqu'on fait un commerce avec l'extérieur, le commerçant du pays étranger ne vous connaît pas. Parfois, les transactions s'opèrent par téléphone, par fax, sans se rencontrer. Donc, comment avoir confiance dans l'autre qu'il va payer à l'échéance? Donc, voilà pourquoi l'uslateur permet l'utilisation d'un certain nombre de modalités et de moyens comme le crédit documentaire qui fait intervenir deux banques, une banque installée dans le pays du vendeur et une autre banque installée dans le pays de l'acheteur qui contractent entre elles et chacune de ces deux banques se porte garante pour la réalisation des engagements, pour la réalisation des engagements par l'autre partie. Aussi, on a la lettre crédit stand-by, la facturage, qui sont des modalités de paiement spécifiques aux transactions commerciales internationales. Troisième exemple phare, le paiement collectif des créanciers par le débiteur défaillant. Donc, vous savez qu'en matière de procédure collective, le livre 5 du Code de commerce présente un certain nombre de règles spécifiques aux entreprises en difficulté. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, lorsqu'il arrive à l'état de cessation de paiement, donc on va lui appliquer ce qu'on appelle le redressement, ou bien si le redressement n'arrive pas à ses buts, on va passer à la liquidation. Donc, lors du redressement et de liquidation, l'entreprise ou bien la société, le commerçant en général, ne paye pas selon ses préférences l'un des débiteurs ou bien l'autre. Donc, tous les paiements individuels s'arrêtent. On doit procéder par un paiement collectif. On ne paye personne, on va procéder au calcul et à un inventaire des biens de l'entreprise en difficulté avant de passer un paiement collectif au prorata et en respectant les priorités qui sont accordées par la loi. Par exemple, priorité de payer d'abord les salariés, d'abord le fisc, ainsi on passe par la suite aux autres créanciers ou bien créanciers qu'on appelle les créanciers chirographaires, ça veut dire ordinaire. Est-ce clair? Donc, ce sont des exemples qui montrent que le paiement en matière commerciale diffère à plusieurs points du paiement opéré en matière civile. Passons maintenant au deuxième exemple phare qui sont les intérêts. Donc, la stipulation des intérêts en matière commerciale obéit à des prescriptions, elles aussi, qui diffèrent des prescriptions qui sont données par le législateur dans le daïr des obligations et des contrats, ça veut dire en droit commun pour les autres parties civiles. La lecture de l'article 871 du daïr des obligations et des contrats précise que la stipulation des intérêts pour le prêt est présumée lorsqu'une des parties est un commerçant. Si on revient un petit peu en arrière, ça veut dire à l'article 870 du DOC, que je vous invite à lire, vous allez découvrir que le législateur interdit la stipulation des intérêts entre musulmans. La stipulation des intérêts entre musulmans est interdite et elle rend l'acte nul. Cependant, l'article suivant précise que la stipulation des intérêts est même présumée. Ça veut dire, même si les parties n'ont pas stipulé que, par exemple, le contrat qu'ils établissent va pouvoir produire des intérêts, le législateur considère qu'elle est présumée existante, cette clause.
L'article 873 du DOC précise que les intérêts en matière commerciale peuvent être calculés au mois, alors que dans les affaires civiles, ils ne peuvent l'être que sur la base d'une année. Lorsqu'on tolère d'abord lorsqu'on tolère l'utilisation ou bien la stipulation des intérêts dans les actes civils. Donc, lorsqu'il est toléré de stipuler des intérêts dans un acte civil, il ne peut être calculé que sur la base d'une année, alors qu'en matière commerciale, on peut la calculer sur la base d'un mois, chaque mois. De plus, ils peuvent même être capitalisés. Ça veut dire quoi capitaliser? Ça veut dire que chaque intérêt qui est venu augmenter le montant initial est ajouté à ce montant. Et c'est sur la base de ce montant qu'on va produire de nouveaux intérêts. Pour être plus clair, la capitalisation des intérêts veut dire tout simplement que un montant d'intérêt qui vient s'ajouter au montant initial du prêt est considéré comme montant à partir duquel on va qui va générer des intérêts qui seront capitalisés une autre fois, ainsi de suite. Pour être plus clair, je vous ai prêté 100 000 dirhams et nous avons stipulé un taux d'intérêt de 5%. Donc, au bout d'un mois, 5% plus 100, c'est 105. Donc, par la suite, on va appeler deuxième mois, c'est 105 plus 5% de 105 et non pas de 100 000 dirhams. Est-ce clair? Ça veut dire le deuxième mois, il va produire 105, quelque chose, ainsi de suite. Donc, chaque montant d'intérêt vient s'ajouter au montant initial et sera productif à son tour des intérêts pour le montant global, alors que ce n'est pas possible dans le cas des actes civils. Donc, dans les actes civils, on ne peut pas capitaliser les intérêts. À moins lorsqu'il s'agit d'une assurance vie, donc ce sont donc là, je présente le principe, mais il existe toujours des exceptions. Et c'est là toute la difficulté des règles juridiques. Troisième, toujours au niveau du fond, on constate que la responsabilité du commerçant diffère de celle du civil. Nous constatons qu'il existe deux règles dangereuses qui peuvent distinguer la matière commerciale de la matière civile. D'abord, la solidarité passive, ensuite, les sanctions si jamais un commerçant ne respecte pas son obligation. Donc, commençons par la responsabilité. Donc, à la lecture de l'article 165 du DOC, nous constatons que le législateur précise que la solidarité entre les commerçants est une solidarité qu'on qualifie de passive. Chaque commerçant est présumé solidaire avec son contractant chaque fois qu'il contracte avec une personne ou bien avec des personnes. Si on prend l'exemple de la lettre de change qui a été endossée, donc moi, je vous ai donné une lettre de change, je l'ai endossée, vous l'avez endossée à une autre personne, il peut circuler entre un nombre infini de personnes jusqu'à la date d'échéance. Donc, toute personne qui a apposé sa signature sur la lettre de change est considérée comme solidaire dans le paiement du dernier titulaire de ce titre de paiement. C'est ce que précise l'article 165 du DOC lorsqu'il dicte en ces termes la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour les affaires de commerce si le contraire n'est pas exprimé par un titre constitutif de l'obligation ou par la loi. Si la loi n'interdit pas cette solidarité passive ou bien si les contractants ont stipulé dans le contrat ou bien dans le titre de paiement qui ne sera pas responsable
en cas d'endossement, notamment lorsque il ajoute ce qu'on appelle la clause de non-endossement, NE. Lorsque j'ajoute, par exemple, NE, non endossable sur un titre, ça veut dire j'interdis à celui à qui je vais donner la lettre de change de l'endosser. Donc, si il l'endosse, je lui interdis l'endossement. Si il l'endosse, c'est lui qui sera responsable. Je vais me dégager de toute responsabilité. Est-ce clair? Donc, si la loi ou bien le titre constitue de l'obligation, ne dit pas le contraire. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure, lorsque j'arriverai à la preuve. Donc, il faut rappeler à cet égard que même en matière délictuelle, le Daïr des obligations et des contrats, dans son article 99 et 100, permet l'application de cette solidarité dès lors que les auteurs du dommage ont agi de concert, ça veut dire se sont mis d'accord, ou s'il n'est pas possible de déterminer qui est réellement l'auteur ou il est difficile de déterminer sa proportion par rapport au dommage qui a été causé. Donc, si on n'arrive pas à déterminer le montant correspondant au dommage du préjudice subi par celui qui demande l'indemnisation, ou bien si on ne connaît pas qui est le vrai auteur, dans ce cas, on considère que tout le monde est solidaire dans le paiement de celui qui a subi un dommage. Le législateur le confirme encore une fois dans l'article 335 du Code de commerce lorsqu'il précise en ces termes clairs: en matière d'obligations commerciales, la solidarité se présume. La solidarité se présume. Lorsque je dis se présume, ça veut dire vous êtes censé être solidaire dans le paiement du créancier, à moins si vous arrivez à produire une preuve contraire. Est-ce clair? Si vous n'arrivez pas à produire une preuve contraire, vous êtes censé responsable. Oui, Moussa, vous avez une question? Vous avez demandé la parole, M. Moussa, non? Non? Donc, sinon, on passe aux sanctions. Donc, toujours au niveau du fond, nous avons dit que les règles du droit commercial diffèrent des règles du droit civil. En matière de responsabilité, les sanctions ne sont pas les mêmes que celles prévues par le législateur civil. Cela est constaté à travers les sanctions qui sont spécifiques aux commerçants contenues et qui sont contenues dans le Code du commerce, qui précise que lorsque la responsabilité de commerçant est établie, par exemple pour une faute de gestion, lorsque ces commerçants c'est un dirigeant, il encourt des sanctions spécifiques. Je ne vais pas relater une liste exhaustive, mais je vais me contenter de vous donner 3 exemples. D'abord, le législateur contraint et oblige le commerçant à participer aux charges et risques de l'entreprise dans le cadre des procédures collectives présentées par le législateur dans le livre 5 du Code de commerce. Chaque fois que nous avons constaté qu'il y a une faute, il y a une responsabilité, chaque fois que la responsabilité du commerçant, dirigeant, gestionnaire d'une entreprise est établie par le juge, on peut le contraindre à participer à l'indemnisation des créanciers de l'entreprise. La règle selon laquelle les commerçants participent au prorata de leur participation à l'actif de l'entreprise n'est pas admis, étant donné que les gestionnaires les commerçants étaient responsables
de la situation à laquelle est arrivée l'entreprise. C'est par leur agissement que l'entreprise s'est trouvée en difficulté. Donc, on les responsabilise et on ne va pas limiter leur responsabilité à leur contribution dans le capital de l'entreprise. On va aller au-delà de cette contribution, de cette participation, et on va les poursuivre dans leurs propres biens afin de les responsabiliser encore plus et de pouvoir les contraindre à participer aux charges de l'entreprise pour honorer tous les créanciers. Deuxième sanction, la déchéance commerciale. Donc, la déchéance commerciale, c'est une sanction que les juges peuvent prononcer à l'égard de tout dirigeant d'une société commerciale et qui permettent ou bien qui interdisent, cette sanction interdit à tout gestionnaire de ne pas exercer les activités commerciales pendant un délai déterminé qui est généralement de 5 ans. Donc, on vous interdit d'exercer tout acte de commerce, toute activité commerciale pendant un délai de 5 ans. C'est ce que précisent les articles 745 jusqu'à 753 du Code de commerce. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette sanction de la déchéance, veuillez consulter ces articles dans le Code de commerce. Troisième sanction, la banqueroute. La banqueroute, il ne s'agit pas ici d'une sanction commerciale, d'une sanction civile, mais c'est une sanction pénale. Ça veut dire, on poursuit le commerçant dont la faute est avérée, dont il est avéré qu'il a accompli un fait délictueux, ça veut dire un fait qui est considéré comme un fait qui le responsabilise pénalement, et l'est puni pénalement. Lorsque je dis pénalement, ça peut être une amende, mais aussi un emprisonnement. Donc, c'est une répression pénale pour des faits délictueux de gestion alors que le commerçant est en état de cessation de paiement. Donc, chaque fois que le commerçant en état de cessation de paiement, ça veut dire que l'entreprise traverse des difficultés et que son actif n'arrive plus à subvenir aux besoins de son passif. Le commerçant ne doit pas faire des contrats qui sont contraires à ce qui est prévu par les procédures collectives. S'il le fait, il sera considéré comme une personne qui a agi en contradiction avec ce que précise le Code de commerce, et il peut être frappé de banqueroute, qui est une sanction, comme je viens de dire, pénale. Donc, ce sont les exemples que j'ai choisis pour vous montrer cette différence, cette distinction que vous devez établir et qui montre l'intérêt des dispositions qui sont propres aux commerçants. Donc, maintenant, au niveau de la forme. Au niveau de la forme, nous constatons aussi qu'il y a de grandes différences entre les règles du droit civil et les règles qui sont réservées aux commerçants. Ces différences sont constatées d'abord au niveau de la compétence juridictionnelle. Lorsqu'il y a un litige qui se rapporte à une opération commerciale, normalement, on doit se diriger vers le tribunal de commerce. Le législateur, lorsqu'il a prévu des règles spécifiques aux commerçants, il a aussi précisé que la juridiction qui traite et qui statue sur les affaires de commerçants, c'est une juridiction spécifique, qui est le tribunal de commerce, qui regroupe des juges qui sont formés pour rendre des décisions propres aux commerçants. Donc, la compétence juridictionnelle est une règle de forme qui diffère de la règle généralement octroyée aux autres parties
qui ne sont pas considérés comme des commerçants. Ensuite, au niveau de la procédure, il existe 10 différences entre la procédure de droit civil, j'évoque ici la procédure civile, donc ça veut dire la procédure qu'on doit respecter pour intenter une action devant une juridiction de droit commun. Pour ce qui est des affaires commerciales, nous avons des règles spécifiques de procédure que tout commerçant doit respecter. Ensuite, nous avons la prescription. La prescription en matière commerciale est de 5 ans comme délai de principe. Cependant, cette prescription diffère à plusieurs niveaux lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de matières spécifiques, notamment lorsqu'il s'agit de la prescription en matière de paiement des effets de commerce, par exemple. Donc, bref, ce que je veux dire ici, c'est que les règles de forme du droit commercial diffèrent à plusieurs niveaux des règles du droit commun. Lorsqu'une affaire commerciale est portée devant la justice, les commerçants ne sont, certes, ils respectent un certain nombre de règles de droit commun qui sont des règles de principe applicables à toutes les matières, mais doivent aussi respecter un certain nombre de règles de forme qui sont spécifiques au droit commercial. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas ni le temps, ni la possibilité de traiter toutes les différences qui existent au niveau de la forme, entre les règles de droit commercial et les règles de droit civil, mais nous avons choisi 2 exemples qui vont montrer d'une manière claire et nette cette différence, à savoir l'exemple de la preuve et l'exemple de la prescription. Commençons par la preuve. Notre point de départ est l'article 448 des obligations et des contrats, qui précise que entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger une preuve écrite, la preuve testimoniale, ça veut dire le témoignage, en arabe c'est shahadat shuhud, est recevable. Donc, on peut déceler des dispositions de l'article 448 que la preuve en matière commerciale est libre. Elle est libre. Il revient au juge d'apprécier la qualité d'une preuve présentée devant lui. Il appartient au juge commercial de dire est-ce que cette preuve peut convaincre, peut constituer une conviction chez le juge pour rendre un jugement en se basant sur cette preuve, ou bien il doit chercher d'autres moyens de preuve étant donné que cette preuve est réfutée. Donc, cette preuve est libre, mais elle est conditionnée. Le législateur a posé 2 conditions, à savoir, il doit y avoir une affaire commerciale et lorsqu'il n'est pas d'usage d'exiger une preuve écrite. Autrement dit, lorsque la loi ne prévoit pas l'obligation de produire une preuve écrite, vous avez la possibilité de prouver par n'importe quel moyen. La preuve est libre à condition que le législateur n'a pas prévu un moyen de preuve écrit. Et bien sûr, c'est entre commerçants. Par ricochet, à contrario, entre un commerçant et un non-commerçant, on ne peut pas appliquer cette règle. Entre 2 personnes non-commerçantes, on ne peut pas appliquer arbitrairement cette règle, pardon. C'est ce qu'on constate à travers la lecture de l'article 334 du Code de commerce, qui est venu pour mettre fin à la difficulté qui a été constatée dans l'interprétation des dispositions de l'article 448 du Daïr des obligations et des contrats, notamment lorsqu'il s'agit d'un litige
qui se rapporte à un acte mixte, où une partie est civile et l'autre est commerciale. L'article 334 précise en ces termes. En matière commerciale, la preuve est libre. Mais il a posé des conditions par la suite. Toutefois, il doit être rapporté par un écrit quand la loi ou la convention l'exige. Ça veut dire, si la loi exige la production d'un écrit, la preuve ne peut pas rester libre. Vous devez produire cette preuve écrite. Ou bien lorsque les parties se sont mis d'accord sur un moyen de preuve déterminé. Dans ce cas, on va respecter la volonté des parties. On dit que la convention fait loi des parties. Étant donné que les deux parties au contrat se sont mis d'accord sur une forme déterminée de preuve, on doit respecter leur volonté. C'est ce que vous devez comprendre à travers les termes du législateur dans l'article 334 du Code de commerce. Donc, ce texte a admis la liberté de la preuve de manière large. La preuve est libre dans les activités commerciales, dans les entreprises, entre entreprises commerciales ou entre elles et des non-commerçants. Et cela, non seulement quand l'usage écarte l'écrit, mais aussi quand une loi particulière ne l'impose pas. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers mon discours tout à l'heure. Donc, cependant, on constate que la liberté de la preuve s'estompe par des limites. Donc, deux limites, comme vous l'avez constaté, à la liberté de la preuve. D'abord, l'existence d'une loi particulière, ensuite, l'existence d'une convention entre les parties. Donc, lorsqu'une loi particulière prévoit une forme spécifique de preuve, là, on ne peut pas prouver par tous les moyens. La preuve n'est pas libre. Parce qu'on dit toujours, le texte particulier s'applique par préférence au texte général. Si l'article 334 du Code de commerce précise que la preuve est libre, il a ensuite complété par toutefois, il doit être rapporté par écrit quand la loi ou la convention l'exige. Deuxième limite à la liberté de la preuve, l'existence d'une convention. Lorsque par la volonté des deux parties, nous nous sommes mis d'accord sur une forme particulière de preuve, on doit s'incliner devant cette volonté. Les deux parties doivent respecter ce qui a été convenu dans le contrat. Donc, l'autonomie de la volonté peut dans ce cas faire échec au principe de la liberté de preuve en exigeant notamment un écrit. C'est ce que essaie toujours de rappeler la doctrine en se basant sur le principe très connu qui est le contrat fait loi des parties, qui est un principe dont la base se trouve dans le Dahir des obligations et des contrats, qui est l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Donc, il faut noter à cet égard que cette exception légale posée par le Code de commerce n'est pas applicable dans tous les cas. Il n'est pas toujours applicable, étant donné que un juriste avisé, la jurisprudence et la doctrine distinguent entre deux cas de figure, entre deux situations. Il faut distinguer le cas où la loi exige l'écrit comme une condition de l'existence de l'acte, de la validité de l'acte. Ça veut dire ad validatem. Ça veut dire que la validité de l'acte est directement liée à l'existence d'un écrit. La loi ici exige l'écrit
comme un écrit qui constitue, qui fonde l'acte. Exemple, les statuts des entreprises. La loi ici, donc la preuve, ne peut pas être produite d'une autre manière. Parce que la loi précise que les sociétés, la création des sociétés, passe par la rédaction des statuts, par un écrit. On ne peut pas se mettre d'accord sur, moi et toi en tant que associés au sein d'une société, que les statuts ne seront pas matérialisés sur un écrit. Lorsque je donne un chèque, le chèque c'est un titre matériel, c'est un écrit matériel. Donc c'est une condition ad validatum, ça veut dire c'est une condition de validité de l'existence de l'acte. La lettre de change aussi, d'accord? On peut pas venir devant le juge et dire que il me doit l'argent sur la base d'un chèque. Où est ce chèque? Il est virtuel. Non, nous sommes mis d'accord de ne pas le produire sur un écrit. C'est non. Ici, la loi exige l'écrit à titre de validité de l'acte. Donc, la liberté des parties disparaît complètement ici. Ils doivent nécessairement respecter cette formalité. Deuxième situation, lorsque la loi exige l'écrit ad probationem. Ça veut dire quoi ad probationem? Ça veut dire à titre de preuve. On exige l'écrit pour prouver l'existence de ces relations commerciales. Et si l'acte n'est pas constitutif des relations commerciales, mais c'est juste pour prouver l'existence de ces relations commerciales. Exemple, un contrat de bail. Dans un contrat de bail, on peut produire un écrit comme on peut prouver l'existence du bail par d'autres moyens. Donc, le contrat de travail, ce n'est pas un titre qui, dans l'absence, trappera la validité de la relation qui existe entre l'entrepreneur et un salarié. Mais il est exigé à titre de preuve, ainsi que toutes les opérations donnant lieu à une facture ou un titre assimilé. Donc ici, la jurisprudence et la doctrine admettent que le défaut de moyens légaux de preuve peut être réparé par la production d'autres moyens. Donc si le contrat de travail n'existe pas, on peut prouver par d'autres moyens que le salarié travaille avec l'entrepreneur, que le représentant voyageur placier travaille avec l'entreprise, ainsi de suite. Est-ce clair? Je répète. La règle posée par l'article 334 qui présente un principe de la liberté de preuve n'est pas absolue. Il existe une exception. Il faut faire la distinction entre deux situations. Lorsque l'écrit est exigé comme titre, comme condition de validité du contrat, de l'acte, et si on ne peut pas, la preuve n'est pas libre, on doit nécessairement produire l'écrit. D'accord? On dit, c'est un écrit ad probationem. Ad probationem. Deuxième situation, lorsque l'écrit est exigé dans le premier cas, on dit que c'est un écrit ad validatem. Ça veut dire qui est une condition sine qua non pour la validité de l'acte, de l'opération. Deuxième situation, lorsque l'écrit n'est exigé que ad probationem, ça veut dire à titre de preuve. Et je vous ai donné des exemples ici. Dans ce cas, vous avez la possibilité, les commerçants, ou bien ont la possibilité de prouver l'existence de cette relation par tout autre moyen. Et la preuve devient libre. Qu'en est-il maintenant des actes mixtes? Qu'en est-il des actes mixtes? Ça veut dire lorsqu'il y a une relation entre un civil et un commerçant, ou bien lorsque
le commerçant n'a pas agi dans le cadre de son activité commerciale, mais il a agi, même s'il a la qualité de commerçant, il a accompli un acte pour ses besoins civils. Donc, dans ce cas, il faut distinguer entre trois cas. D'abord, l'article 448 du Cahier des obligations et des contrats limite la liberté de la preuve aux relations entre commerçants et pour activité commerciale. Je vous invite à consulter encore une fois l'article 448 qui précise que entre commerçants, la solidarité est présumée. Donc, normalement, la preuve ici, elle est libre. Cependant, la liberté de la preuve ici s'estompe même dans une activité commerciale chaque fois qu'une partie à l'opération est non commerçante. On ne peut pas appliquer les dispositions du Daïr, des obligations et des contrats à une partie non commerçante. On ne peut pas appliquer les dispositions de l'article 334 du Code de commerce qui présente le principe de la liberté de preuve à une partie non commerçante. La non commerçante, c'est une partie novice. C'est une partie qui n'est pas professionnelle. On ne peut pas laisser aux commerçants la possibilité de prouver par tous les moyens, sinon on va toucher au principe de protection octroyé par le législateur à cette partie faible qui est le non-commerçant. Ensuite, le commerçant ne peut pas imposer tout moyen pour établir la preuve contre le non-commerçant ou contre le commerçant qui a agi en dehors de son activité commerciale. Donc, une fois le commerçant a agi en dehors de son activité, il est considéré comme un civil. On considère que le commerçant a deux vies, une vie de commerçant et une vie de civil. Donc, chaque fois qu'il agit en dehors du commerce, on lui applique les dispositions du droit commun et non pas les dispositions du droit commercial. Enfin, afin de protéger le non-commerçant, celui-ci peut soit établir la preuve par un moyen prévu par le droit civil, soit exiger du commerçant la preuve par un moyen prévu, exiger du commerçant d'en faire de même, soit opposer au commerçant des moyens de preuve du droit commercial. D'accord? Donc, ce sont les règles applicables chaque fois qu'il y a une relation chaque fois qu'on est devant un acte mixte. Chaque fois que nous sommes devant un acte mixte, on peut établir la preuve par un moyen prévu par le droit civil. Pour le non-commerçant, celui qui a agi en dehors de son activité commerciale ou bien pour un civil. Le civil peut aussi exiger du commerçant de faire de même. Ça veut dire d'utiliser les moyens de preuve prévus par le Daïr des obligations des contrats. Ou bien opposer aux commerçants des moyens de preuve du droit commercial. Si je vois en tant que non-commerçant que c'est dans mon intérêt d'utiliser des moyens même qui sont tenus à la disposition du non-commerçant, je peux exiger que cette preuve soit produite par le commerçant. Donc, autrement dit, on peut sortir par la conclusion suivante. Le principe de la liberté de la preuve prévu par l'article 334 du Code de commerce n'est pas un avantage qui a été octroyé aux commerçants. Au contraire, je parle des actes mixtes. Au contraire, il désavantage le commerçant chaque fois qu'il est devant un non-commerçant. Si la relation paraît équitable entre commerçants, ce n'est pas le cas entre commerçants et non-commerçants. Chaque fois que nous sommes devant un acte mixte,
Cette liberté de la preuve joue comme un instrument de protection du non-consommateur qui est considéré par le législateur toujours comme une partie non professionnelle, donc novice, qui mérite une protection. Voilà pourquoi il a prévu ces trois possibilités. Donc, soit utiliser la preuve prévue par le droit civil, exiger du commerçant d'en faire de même, ou bien troisième exemple, comme je viens de dire, donc exiger que le commerçant produise une preuve commerciale. Ça veut dire, par exemple, une facture, sa comptabilité, et ainsi de suite. Donc, toutefois, l'article 4 du Code de commerce précise que lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial. Ils ne peuvent être opposés à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par les dispositions, ou bien à travers les dispositions de l'article 4 du Code de commerce? Donc, en dehors de la règle protectrice du non-commerçant, ce texte réserve aussi l'exception des dispositions spéciales contraires. Lorsque je dis dispositions spéciales contraires, ça veut dire des dispositions qui sont prévues par le législateur dans d'autres lois spécifiques et qui dérogent à ce principe posé par le 4e article du Code de commerce. Certes, les règles du droit commercial doivent s'appliquer à la partie pour qui l'acte est commercial, et ils ne peuvent être opposés à la partie civile, à moins s'il existe des dispositions spéciales contraires. Exemple, si on prend les dispositions spéciales que le législateur a prévues pour la lettre de change, est-ce que pour prouver l'existence d'une dette, vous pouvez, lors d'une relation, par exemple, qui est un commerçant avec un non-commerçant, et pour laquelle le non-commerçant a utilisé une lettre de change. Nous avons dit que la lettre de change, c'est un titre commercial par la forme. Donc, étant donné que c'est un titre commercial par la forme, donc, on va appliquer toutes les dispositions du Code de commerce pour la personne qui a utilisé ce titre. Il s'ensuit que pour prouver l'existence d'une dette à travers une lettre de change, vous devez nécessairement produire l'écrit. Vous devez nécessairement produire cet acte qui matérialise l'existence. Ne me dites pas que je lui ai donné une lettre de change et j'ai précisé qu'il ne doit recevoir son paiement que d'ici 2 mois. D'ici 2 mois, il faut le prouver dans l'acte. Vous l'avez fait dans le... Non, nous nous sommes mis d'accord oralement. Moi, en tant que juge, je veux une preuve écrite. Si l'acte comporte le délai, l'échéance de 2 mois, on va l'appliquer. S'il ne comporte pas, moi, en tant que juridiction, je vais me limiter à l'écrit, à ce qui est présenté dans la lettre de change. Lorsqu'il y a des dispositions spéciales contenues dans une clause du contrat, à moins, donc, sauf s'ils contredisent l'ordre public, à moins de contredire l'ordre public, si les parties se sont mis d'accord de produire un moyen de preuve déterminé, tout à l'heure, je vous ai dit que le contrat fait loi des parties, donc on doit respecter la volonté des 2 parties au contrat. Est-ce clair? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire concernant la preuve. Passons maintenant aux spécificités
de la prescription en matière commerciale. Donc, les délais de prescription en matière commerciale diffèrent sur plusieurs points, à plusieurs niveaux des prescriptions présentées par le législateur pour les matières civiles. Le législateur a essayé, dès l'article 5 du Code de commerce, de présenter cette distinction entre la prescription en matière civile et la prescription en matière commerciale. Il a posé un délai de principe, qui est la prescription quinquennale. Ça veut dire la prescription de 5 ans. Il dixit en ces termes les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans. Mais il a ajouté, sauf disposition spéciale contraire, à moins si la loi prévoit des délais qui dérogent à ce délai de principe, ou bien si vous avez précisé dans vos contrats un délai plus bref ou plus long, à condition de ne pas déroger au délai de l'ordre public. Donc la règle générale, selon l'article 5 du Code de commerce, c'est la prescription quinquennale. Il s'agit d'une prescription extinctive. Ça veut dire quoi, extinctive? Ça veut dire au terme de laquelle l'action en exécution d'une obligation ne peut plus être exercée. Si nous avons eu une relation commerciale aujourd'hui où vous avez découvert qu'il y a quelque chose ou bien un défaut dans l'exécution de l'obligation d'une partie, donc l'autre partie doit intenter son action dans un délai de 5 ans à partir de la date de la découverte de l'anomalie, par exemple. Donc, au-delà de 5 ans, la partie lésée perd toute action, toute possibilité d'intenter une action en justice. Donc, c'est un délai qui fait exception au délai de droit commun qui est de 15 ans, qui est le délai posé par l'article 387 des obligations des contrats. Afin de tenir compte de la célérité des transactions commerciales, nous avons dit que le temps dans le commerce, c'est de l'argent. Donc, on ne va pas laisser les choses traîner jusqu'à 15 ans. On ne va pas respecter le délai posé par le législateur dans le daïr des obligations des contrats. Voilà pourquoi le législateur commercial a prévu un délai beaucoup plus court qui est de 5 ans. Mais le législateur ici pose la double condition de la qualité commerciale des intervenants et des opérations, parce qu'il précise, je rappelle, les termes de l'article 5 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce et entre commerçants. Donc, il y a une double condition. On ne peut pas appliquer ces délais pour les non-commerçants, entre commerçants et pour une opération commerciale. Donc, par conséquent, il n'interdit pas à la partie non commerçante d'opposer le délai du droit commun. Exemple, lorsqu'on est dans un contrat mixte, dans un acte mixte, supposons que il y a eu une relation de vente-achat entre un commerçant et un non-commerçant. Le commerçant ne peut intenter son action s'il considère qu'il a été lésé que dans un délai de 5 ans. Alors que la partie non commerçante peut intenter son action dans un délai de 15 ans en respectant le délai posé par le daïr des obligations des contrats dans l'article 387. D'accord? Donc, si le contraire est possible pour le non-commerçant, il ne s'agit pas d'une possibilité offerte aux commerçants. Cependant, il existe des exceptions comme l'a précisé l'article 5 dans son dernier paragraphe, en ajoutant sauf disposition spéciale contraire. Donc,
cette disposition spéciale contraire peut être une disposition légale. Exemple. Les actions cambiaires peuvent prévoir un délai plus court pour respecter une obligation déterminée ou bien allonger ce délai plus que ce qui a été édicté dans la loi. Donc, ici, le législateur a permis aux commerçants soit d'abréger les délais de prescription, soit d'aller beaucoup plus loin, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations immobilières. J'attire votre attention qu'il ne faut pas confondre ici entre le délai de prescription et le délai de conservation des documents. Nous avons dit que le délai de prescription, c'est un délai extinctif de l'action. Ça veut dire, si vous n'intentez pas votre action dans ce délai, vous perdez tout recours. Alors que le délai de conservation des documents, qui est fixé à 10 ans pour les commerçants, ça veut dire pour conserver vos livres comptables et vos correspondances avec les autres commerçants, vous devez le faire dans un délai de 10 ans. Parce que ce genre de documents permettent aux commerçants d'établir un droit et fondent le commerçant à en faire de même. À l'occasion, par exemple, d'une action judiciaire, le commerçant peut être forcé de produire les 10 documents si un autre commerçant ou bien un non-commerçant exige de ce commerçant la production d'une preuve commerciale. Pour être plus clair, supposons que j'ai une action contre monsieur X ou bien contre monsieur Y. Donc, j'ai intenté une action dont le délai prescrit. Donc, ce qui est le délai de 5 ans. Ça veut dire, avant l'écoulement de 5 ans, j'ai intenté mon action. Mais pour prouver l'existence d'une obligation commerciale, j'ai demandé de l'autre commerçant de nous produire une preuve qui se rapporte à ces livres comptables qui vont au-delà de 5 ans. Oui, je peux le faire parce elle est appelée à conserver les documents comptables et correspondances jusqu'à 10 ans avant de les faire disparaître. Donc, que je sois commerçant ou bien non commerçant, si j'ai intenté mon action dans le délai légal, le délai de principe qui est de 5 ans, je peux toujours demander la production des preuves. Donc, je ne parle pas ici du délai de prescription. Donc, je peux demander des preuves qui se rapportent à des années au-delà des délais de 5 ans que me permet la loi pour intenter mon action. Est-ce clair? Oui ou non? Bien. Monsieur Ali. Donc, il faut noter aussi que l'effet de la prescription n'est pas d'ordre public. Le bénéficiaire peut y renoncer pour des raisons d'ordre moral ou pour préserver des rapports d'affaires prolifiques. Ça veut dire que la prescription n'est pas d'ordre public ici. Si un commerçant constate qu'il a perdu un recours contre un autre commerçant étant donné que le délai de 5 ans est déjà dépassé, il peut toujours demander gentiment à l'autre commerçant de honorer son engagement et l'autre peut le faire sans qu'il y ait recours à la justice. Ou bien, si jamais il y a eu recours à la justice, il peut le faire parce que ça devient une obligation naturelle. Exemple. Si moi j'ai une relation avec Rofino, Jata, donc je vous ai vendu quelque chose. Par la suite, vous avez constaté une anomalie dans la livraison de la marchandise ou bien que la marchandise n'était pas conforme ou bien il comporte un vice.
Donc, vous vous êtes endormi, vous avez laissé écouler 5 ans, et par la suite, vous avez intenté votre action devant le juge. Monsieur le juge, j'ai reçu une marchandise qui comporte des vices, qui n'était pas conforme à ce que j'ai demandé. Je demande de remboursement de ce que j'ai payé et la reprise de marchandises par le vendeur. Donc, le juge ne va pas vous dire votre action est prescrite. Ce n'est pas une prescription d'ordre public. Si l'autre personne dit, monsieur le juge, si le vendeur présente cet argument comme quoi l'action est prescrite, le juge va la recevoir. Il s'avère que parfois, par obligation morale, je vais dire au juge, d'accord, je vais rembourser monsieur, je vais reprendre ma marchandise. Donc le juge ne va pas s'opposer, dans ce cas, à votre position, à votre engagement naturel. Est-ce clair? Parfois, encore, moi je vais, en tant que vendeur, j'aimerais préserver cette relation commerciale qui me lie avec mon acheteur, qui a l'habitude d'acheter avec moi. Donc, au lieu de poser la prescription pour ne pas rembourser, pour ne pas rendre l'argent, donc je vais dire, d'accord, je vais vous rendre votre argent, ou bien je vais vous remplacer la marchandise, et par cette action, je vais vous fidéliser encore plus. Vous allez continuer à s'approvisionner auprès de mes services. Est-ce clair? Donc, c'est ce que je veux dire à travers cette dernière idée présentée dans ce cadre. Donc, l'effet de la prescription n'est pas d'ordre public. Il arrive à plusieurs reprises pour conserver des relations commerciales prolifiques entre tous les intervenants. Donc, les personnes ferment les yeux sur la prescription et ils continuent à honorer leur engagement en dépit de la prescription. Est-ce clair? Donc, si le délai de prescription est un délai de principe en matière commerciale, il existe d'autres délais de prescription en matière commerciale qui diffèrent entre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à 30 ans, pour les actions réelles immobilières, alors que le droit de propriété est imprescriptible. Donc là, je vous donne quelques exemples seulement. Donc vous pouvez toujours consulter le Daïr des obligations et des contrats et le Daïr des obligations et des contrats, notamment dans son article 387 et suivant, pour connaître les différents délais de prescription présentés par le législateur, mais aussi le code de commerce, notamment pour ce qui est des actions qui concernent le droit combiaire, qui peuvent être de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais aussi les autres actions qui concernent les sociétés commerciales, les conflits qui existent entre les actionnaires et la société. Donc, il existe plusieurs délais qui sont prévus par des textes spéciaux. Donc, voilà. L'objectif de cette séance était de vous donner une idée sur les différentes distinctions qui existent entre les règles du droit civil et les règles du droit commercial, notamment en matière de paiement, en matière de prescription, que ce soit au niveau de la forme ou bien du fond, notamment en matière de responsabilité, des intérêts, des paiements, ainsi de suite. Donc, je répète encore une fois, ce ne sont que des exemples parmi d'autres qui diffèrent la matière commerciale de la matière civile. Donc, voilà, je crois que je suis arrivé à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions sur n'importe quel point que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à le faire. Des questions? Non, monsieur. Merci. Je vous remercie, moi aussi. Oui, merci. Les autres, des questions?
Donc, parfait, si vous n'avez pas des Mais, questions. monsieur, Oui, il y a des oui, questions monsieur. pour les mademoiselle Dadi Inas sur le message. Elle a envoyé le message, je ne sais pas. Inès. Oui, oui, Inas. Oui, d'accord, d'accord, je vais voir. Donc, il dit, Inès, pardon, Oui, monsieur. monsieur, si on veut faire une synthèse des conditions de la preuve existant d'une affaire commerciale, prévoir une preuve écrite entre deux commerçants, ou bien respecter la volonté des parties. Donc, si on veut faire une synthèse, vous voulez dire de la liberté de la preuve. Dans quel cas, je vais reformuler votre synthèse. Dans Oui, quel cas la... Oui, Inès. oui, monsieur, on a dit qu'il y a une différence entre le commercial et le civil dans la preuve. Donc, il y a deux conditions de cette preuve. C'est qu'il doit y avoir une affaire commerciale d'abord et on doit prévoir une preuve écrite entre les deux commerçants. C'est ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ok. Je répète. Donc, en matière de preuve, la spécificité de la preuve en droit commercial, c'est qu'elle est libre. Il y a un principe en droit commercial, c'est que la preuve est libre. D'accord, Inès? Là, Oui, c'est le principe. La preuve en droit commercial est libre. Là, c'est le principe. Cependant, cette liberté a des conditions. oui, Il doit y avoir une relation commerciale entre deux commerçants et il doit y avoir une relation commerciale. Donc, dans une relation commerciale, et entre deux commerçants, la liberté, la preuve est libre. Ça veut dire que les commerçants peuvent produire tous les moyens pour convaincre le juge du bien fondé de leurs prétentions. Vous me suivez jusqu'à maintenant? oui, oui, monsieur, oui. Maintenant, quelles sont les dérogations? Quelles sont les dérogations? Les dérogations, c'est que cette preuve s'estompe, ça veut dire, elle a deux obstacles. Dans les actes mixtes, on ne peut pas permettre à un non-commerçant de prouver par tous les moyens. Il n'y a pas une liberté de preuve pour le commerçant contre un non-commerçant. Est-ce clair? D'accord, oui. Alors que le contraire est vrai. Le non-commerçant peut utiliser tous les moyens à l'encontre d'un commerçant. C'est clair? Oui, monsieur. C'est ça qu'on a dit que le principe de liberté de preuve n'est pas un avantage pour les commerçants. Voilà. Et n'est pas absolu aussi. Okay. Deuxième dérogation, deuxième obstacle. C'est lorsque la convention entre les parties a prévu une forme particulière de preuve. Ça veut dire, ici, on va respecter le principe de le contrat fait loi des parties. Ça veut dire, si nous avons prévu dans le contrat, dans l'acte qui lie les deux commerçants, une forme particulière de preuve, on doit respecter cette forme particulière. On n'a pas une liberté de preuve dans ce cas. Troisième cas, lorsque c'est la loi même qui prévoit une preuve, une forme de preuve déterminée. Exemple, on ne peut pas prouver l'existence d'un paiement par chèque par tous les moyens. Il faut qu'il y ait ce chèque. On ne peut pas prouver l'existence d'une société entre eux, nous. Je ne peux pas dire au juge, monsieur le juge, nous avons une société j'ai une société entre moi et Rofino Djata, à travers laquelle on fait des opérations commerciales avec plusieurs personnes. On fait des ventes et des achats. Le juge va me dire, mais donnez-moi les statuts qui prouvent l'existence de c'est une condition. L'écrit ici, vous devez me donner les statuts qui prouvent qu'il y a une société entre moi et toi. D'accord? Nous sommes tous les deux des associés. Est-ce clair, Inès? Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie. Donc, la liberté de preuve, c'est un principe qui s'estompe à plusieurs obstacles. D'abord, pour les actes mixtes, on ne peut pas laisser les commerçants présenter tous les moyens de preuve. Les commerçants ne sont pas libres. Le contraire est vrai pour le non-commerçant.
S'il y a une convention, on doit respecter cette convention. Lorsqu'une loi précise que l'écrit, c'est une condition de validité, on doit produire cet écrit. Donc, la preuve ici n'est pas libre. Est-ce clair? Oui, monsieur, oui. D'autres questions, s'il vous plaît? Youssef, vous avez une question? Zenno Youssef? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention. J'attends toujours vos réactions à travers des messages écrits. Essayez, je répète encore une fois, essayez toujours de télécharger la dernière version, celle de 2021. Le cours, le dernier PDF présenté sur la plateforme comporte la version 2021. Donc, essayez de télécharger la dernière version parce qu'il comporte toujours des mises à jour. Donc, merci de votre attention. Ramadan Mubarak Karim. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Et on se voit peut-être la fin de la semaine selon mes disponibilités. De toute façon, je vous aviserai. Si ce n'est pas vendredi, ça sera lundi prochain. À très bientôt.